première fois que j'ai vu Marc Tremblay, c'était un matin de février glacial. La neige tombait en rafales épaisses sur la petite ville de Sainte-Rose-du-Nord, ce village perdu au bord du Saguenay, où je tenais mon garage depuis 15 ans. Mon garage, mon univers entier. Les 4 murs qui m'avaient vu grandir, qui m'avaient vu perdre mes parents, qui m'avaient vu abandonner mes rêves de parcourir le monde pour rester ici, dans ce coin de Québec, où le temps semblait s'être arrêté. J'avais 32 ans et je n'étais jamais allé plus loin que Chicoutimi. Pathétique, n'est-ce pas? Mais c'était ma réalité. Celle d'un homme qui avait choisi la sécurité du familier plutôt que l'aventure de l'inconnu. Le rugissement d'un moteur Peterbilt m'a fait lever les yeux de la transmission que je réparais. Un semi-remorque massif s'est garé devant le garage, son moteur toussant d'une manière qui me disait immédiatement qu'il y avait un problème sérieux. La portière s'est ouverte et un homme en est descendu, grand, large d'épaules, vêtu d'une veste en cuir usé et d'un jean délavé. Il avait cette démarche particulière des routiers, celle qui vient d'avoir passé des jours assis derrière un volant. Mais c'était son visage qui m'a coupé le souffle. Des traits sculptés par le vent et le soleil. Des yeux d'un bleu intense comme le ciel d'hiver au-dessus du Saint-Laurent. Une barbe de quelques jours qui encadrait une mâchoire forte. Il devait avoir quelques années de plus que moi, peut-être 37 ou 38 ans. « Salut », a-t-il dit, sa voix grave résonnant dans l'air froid. « J'ai un problème avec mon moteur. Ça fait des bruits bizarres depuis Québec. » Je me suis essuyé les mains sur mon pantalon de travail, soudainement conscient de mon apparence. Mes cheveux noirs en bataille, mes mains tachées de graisse, mon vieux sweatshirt troué. À côté de lui, je me sentais petit, insignifiant. « Fais-le entrer », ai-je répondu, essayant de garder ma voix professionnelle. Je vais jeter un coup d'œil. Pendant qu'il manœuvrait le camion dans le garage, j'ai remarqué les plaques d'immatriculation. Colombie-Britannique. Ce type avait traversé tout le pays. L'idée m'a donné le vertige. Pendant que je diagnostiquais le problème, une pompe à injection défaillante qui nécessiterait au moins 2 jours de travail, il est resté là, appuyé contre le mur, m'observant travailler. « Tu connais ton affaire ?» a-t-il commenté après un moment. « Ça se voit. » J'ai haussé les épaules, mal à l'aise avec le compliment. J'ai grandi dans ce garage. Mon père l'a ouvert il y a 40 ans. Et toi, tu l'as repris? Pas vraiment le choix. Il est mort quand j'avais 17 ans. Ma mère, 2 ans après. Il fallait bien que quelqu'un continue. Il y avait quelque chose dans son regard, une compréhension qui allait au-delà de la simple politesse. Désolé pour tes parents. C'est la vie, ai-je répondu, refermant le capot du moteur. Ton camion va avoir besoin de pièces que je n'ai pas en stock. Je peux les commander pour demain matin, mais ça veut dire que tu vas être bloqué ici au moins 2 jours. J'ai vu passer une ombre de contrariété sur son visage, rapidement remplacée par un sourire résigné. J'ai un chargement à livrer à Halifax pour après-demain, mais je suppose que mieux vaut arriver en retard qu'arriver mort. Il y a un motel dans le coin? Le motel du Saguenay, à 3 kilomètres. Mais avec cette tempête qui arrive, tu ferais mieux de t'y rendre maintenant. Il a hoché la tête, puis, de manière totalement inattendue, il a tendu la main. Marc Tremblay. Mes amis m'appellent Marc. J'ai serré sa main, sentant la force de sa poigne, la chaleur de sa paume contre la mienne. Thomas Lavoie. Tom. Enchanté, Tom. Et merci de me dépanner. Cette nuit-là, pendant que la tempête faisait rage à l'extérieur, je n'arrivais pas à dormir. Je pensais à Marc, à sa voix, à la manière dont il m'avait regardé. Je me disais que j'étais ridicule. Un routier de passage, voilà tout ce qu'il était. Dans 2 jours, il partirait et je ne le reverrais jamais. Pourtant, quelque chose en moi avait changé dans ce bref échange. Comme si une porte s'était entr'ouverte sur un monde que j'avais renoncé à imaginer. Le lendemain matin, j'étais dans le garage avant l'aube, attendant la livraison des pièces.
Marc est arrivé vers 8 heures, portant 2 cafés fumants et un sac de pâtisserie. Je me suis dit que tu n'avais peut-être pas pris de petit déjeuner, a-t-il expliqué avec un sourire timide qui contrastait avec son apparence rugueuse. Nous avons mangé ensemble dans le petit bureau du garage, partageant un silence confortable ponctué de commentaires sur la météo, sur le travail. Mais je sentais quelque chose d'autre, une tension sous-jacente que je n'arrivais pas à nommer. « Ça fait combien de temps que tu fais ça ?» ai-je demandé, désignant son camion du menton. « La route ?»« 12 ans, a-t-il répondu, ses yeux se perdant dans le lointain, comme s'il revoyait chaque kilomètre parcouru. J'ai commencé juste après mon divorce. J'avais besoin de distance, de temps pour réfléchir. Et puis, je n'ai jamais arrêté. Tu es divorcé? Il a ri, un son légèrement amer. Ouais. Ma femme a décidé qu'elle ne pouvait pas rivaliser avec la route. Elle avait probablement raison. J'étais jamais là, toujours parti, toujours ailleurs. Un jour, je suis rentré et elle était partie, avec mon meilleur ami en plus. Désolé, ne le sois pas. C'était il y a longtemps. Et honnêtement, a-t-il marqué une pause, me regardant droit dans les yeux. Je crois que j'ai toujours su que quelque chose ne collait pas, que je n'étais pas, que je n'aimais pas comme j'aurais dû. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Il y avait quelque chose dans la manière dont il avait dit ça, dans l'intensité de son regard. « Et toi ?» a-t-il demandé. « Jamais marié? Pas de petit ami qui t'attend? » « Non, » ai-je répondu doucement. « Jamais eu le temps. Ou peut-être jamais trouvé la bonne personne. »« La bonne personne » a-t-il répété, comme s'il testait les mots. « Ouais, peut-être que c'est ça le problème. On cherche au mauvais endroit. » Le reste de la journée s'est passé dans une danse étrange. Je travaillais sur son camion, conscient de sa présence constante. Il m'aidait parfois, me passant des outils, tenant des pièces pendant que je les fixais. Nos mains se touchaient par accident. Nos regards se croisaient un peu trop longtemps. Vers 17 heures, alors que l'obscurité commençait à tomber sur le village, j'ai terminé les réparations. « Ton camion est prêt ?» ai-je annoncé, essuyant mes mains graisseuses. Il devrait tenir jusqu'à Halifax et bien au-delà. Marc s'est approché, examinant mon travail avec une appréciation évidente. « Du bon boulot. Combien je te dois ?» J'ai calculé rapidement, lui donnant un prix juste. Il a sorti son portefeuille, comptant les billets, puis en a ajouté quelques-uns supplémentaires. « Pour le café de demain matin, » a-t-il dit avec un clin d'œil. « Tu repars ce soir? » « Non, demain à l'aube. J'ai appelé mon client, il a accepté le retard. » Alors je me disais, est-ce que tu voudrais dîner avec moi? Je connais pas grand-chose du coin, mais j'ai vu un petit restaurant qui avait l'air sympa. Mon esprit s'est vidé. C'était juste un dîner entre... Quoi? Entre deux hommes qui venaient de se rencontrer. Entre un client et son mécanicien. Ou était-ce quelque chose de plus? D'accord, ai-je entendu ma propre voix répondre. Je connais un endroit. Laisse-moi juste me laver et me changer. 20 minutes plus tard, nous étions assis dans le petit restaurant de Madame Gagnon, un établissement familial que je fréquentais depuis mon enfance. Les regards curieux des habitués ne m'ont pas échappé. Sainte-Rose-du-Nord était un village où tout le monde connaissait tout le monde, et voir Tom Lavoie dîner avec un étranger allait certainement alimenter les conversations. Mais étrangement, je m'en fichais. Marc m'a parlé de sa vie sur la route. Des aurores boréales au Yukon, des couchers de soleil sur les Rocheuses, des tempêtes de neige dans les prairies. Chaque histoire était une fenêtre sur un monde que je ne connaîtrais jamais, et je l'écoutais, fasciné, envieux. « Tu devrais voyager », a-t-il dit à un moment, remarquant l'expression sur mon visage. « Voir tout ça par toi-même. » « J'aimerais bien, ai-je admis. Mais le garage sera toujours là, Tom. Mais ta vie, ton temps, ça ne reviendra pas. C'est facile à dire pour quelqu'un qui est libre, comme l'air. » Il a ri, mais sans joie.
Libre? Je vis dans un camion. Je dors dans des motels miteux. Je passe Noël sur des aires d'autoroute. C'est ça ta définition de la liberté? Au moins, tu bouges. Moi, je suis coincé ici, dans cette bulle. Parfois, j'ai l'impression de suffoquer. Le silence qui a suivi était chargé d'une compréhension mutuelle. Deux hommes, deux vies opposées, mais partageant la même sensation d'être piégés. Après le dîner, Marc a insisté pour me raccompagner chez moi. Nous avons marché dans les rues enneigées du village, nos souffles formant de petits nuages de vapeur dans l'air glacé. Quand nous sommes arrivés devant ma petite maison, celle où j'avais grandi, celle que je n'avais jamais vraiment pensé à quitter, je me suis retrouvé à ne pas vouloir que la soirée se termine. « Merci pour le dîner », ai-je dit maladroitement. C'était agréable. « Ouais », a-t-il répondu, ses yeux fixés sur les miens. Très agréable. Il y a eu un moment, un instant suspendu où tout semblait possible. Marc a fait un pas vers moi, sa main se levant comme pour toucher mon visage. Mais il s'est arrêté, se ravisant. « Je devrais y aller », a-t-il murmuré. « Départ tôt demain. »« Bonne route », ai-je dit, ma voix à peine audible. Il a hoché la tête, reculant lentement. « Peut-être qu'on se reverra. La route 138 passe toujours par ici. J'aimerais ça. » Cette nuit-là, allongé dans mon lit, j'ai fixé le plafond pendant des heures. Je pensais à Marc, à la manière dont il avait failli me toucher, à ce qui aurait pu se passer s'il l'avait fait. Pour la première fois de ma vie, je me permettais d'imaginer quelque chose de différent. Quelqu'un de différent. Le lendemain matin, je me suis levé avant l'aube, sachant qu'il serait déjà parti. Mais quand je suis arrivé au garage, son camion était toujours là, moteur tournant au ralenti. Marc était appuyé contre la portière, 2 cafés à la main. Je me suis dit que tu viendrais, a-t-il dit avec un sourire. Je viens toujours tôt, je sais. Tu me l'as dit hier. Nous avons bu notre café en silence, savourant ces derniers moments. Finalement, Marc a jeté son gobelet vide dans une poubelle et s'est tourné vers moi. « Tom » a-t-il commencé, sa voix hésitante. Je sais que c'est bizarre. On se connaît depuis 2 jours à peine. Mais je peux pas m'empêcher de penser que... Moi aussi, l'ai-je interrompu doucement. Je pense la même chose. Il a souri, un vrai sourire cette fois, qui a illuminé tout son visage. « Je vais revenir », a-t-il promis. « Dans 3 semaines, j'ai un chargement qui m'amène dans le coin. Je peux m'arrêter? S'il te plaît. » Marc est monté dans son camion, mais avant de fermer la portière, il s'est penché vers moi. « Attends-moi, Tom. Je reviens. » Je regardais son camion disparaître au bout de la route, avalé par la brume matinale. Mon cœur était à la fois lourd et léger. Lourd de l'absence déjà palpable, léger de la promesse d'un retour. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous écoutez cette histoire. J'aimerais savoir d'où viennent mes auditeurs. Les 3 semaines qui ont suivi ont été les plus longues de ma vie. Je travaillais comme un automate, réparant des voitures, gérant le garage, vivant ma vie habituelle. Mais mon esprit était ailleurs, perdu sur les routes du Canada, suivant un camion que je ne pouvais pas voir. Marc m'avait laissé son numéro de téléphone. La première fois que je l'ai appelé, c'était 1 semaine après son départ. J'étais nerveux comme un adolescent, mes mains tremblant en composant le numéro. « Tom ?» Sa voix était remplie d'une joie évidente. « Dieu, c'est bon d'entendre ta voix. Comment va la route? Longue, solitaire. Je suis en Alberta en ce moment, juste à l'extérieur de Calgary. Il neige comme un fou. Fais attention, toujours. Il y a eu une pause. Tu me manques. C'est fou, non? On s'est vu 2 jours et tu me manques déjà. Mon cœur s'est gonflé dans ma poitrine. Toi aussi, tu me manques, Marc. » Après ça, nous avons commencé à nous parler régulièrement. Des appels tard le soir, quand Marc s'arrêtait dans des aires de repos. Des textos tout au long de la journée, des photos de paysages qu'il traversait. Des messages qui disaient simplement « Je pense à toi ». J'ai appris tant de choses sur lui pendant ces conversations.
qu'il aimait le country music, que son plat préféré était la tourtière, qu'il avait peur des hauteurs malgré sa grande taille, qu'il avait toujours su, quelque part au fond de lui, qu'il était attiré par les hommes, mais qu'il avait passé des années à enfouir ce sentiment, à essayer de correspondre à ce que la société attendait de lui. Et moi, je lui ai parlé de mes propres peurs, de ma solitude dans ce village où je me sentais invisible, de mes rêves abandonnés. Il écoutait, vraiment écoutait, d'une manière que personne n'avait jamais fait. Enfin, après ce qui m'a semblé une éternité, Marc est revenu. C'était un samedi matin de mars, et quand j'ai entendu le rugissement familier de son moteur, j'ai laissé tomber la clé à molette que je tenais et j'ai couru dehors. Il est descendu de son camion et nous nous sommes retrouvés face à face, séparés par quelques mètres qui semblaient être des kilomètres. Puis, sans réfléchir, sans me préoccuper de qui pourrait nous voir, je me suis avancé et je l'ai serré dans mes bras. Marc m'a étreint en retour, fort, comme s'il avait peur que je disparaisse. « Tu m'as manqué », a-t-il murmuré contre mes cheveux. « Tellement manqué. » Nous avons passé tout le week-end ensemble. Marc avait arrangé son itinéraire pour avoir 3 jours de repos. 3 jours qui ont changé ma vie. Le premier soir, nous avons dîné chez moi. J'ai cuisiné ma spécialité, un ragoût de bœuf que ma mère m'avait appris à faire. Nous avons bu du vin, parlé jusqu'à tard dans la nuit, et quand Marc s'est levé pour partir vers minuit, je l'ai retenu. « Reste », ai-je dit simplement. Il m'a regardé, une question dans ses yeux. « Tu es sûr ?» Plus sûr que je ne l'ai jamais été. Cette nuit-là, dans ma chambre, dans le lit où j'avais dormi seul pendant tant d'années, Marc et moi, nous sommes finalement permis d'être nous-mêmes. Ses mains sur ma peau étaient douces malgré leur rudesse. Sa bouche sur la mienne était tendre et passionnée à la fois. Faire l'amour avec lui était comme rentrer à la maison après un long voyage, comme si mon corps reconnaissait quelque chose qu'il avait toujours cherché. Après, allongés ensemble dans l'obscurité, Marc a tracé des motifs paresseux sur mon torse. « Je n'ai jamais ressenti ça avant », a-t-il confessé. « Même avec mon ex-femme, c'était jamais comme ça. »« Je sais ce que tu veux dire », ai-je murmuré. « Moi non plus. » Tom, il s'est redressé sur un coude pour me regarder. « Je sais que ma vie est compliquée. Je suis sur la route la plupart du temps. Je ne peux pas te promettre d'être là tous les jours. Mais je veux essayer. Je veux qu'on essaie. » Mon cœur battait si fort que j'étais sûr qu'il pouvait l'entendre. Moi aussi, je veux essayer. Les mois suivants ont établi le rythme de notre relation. Marc revenait toutes les 3 ou 4 semaines, parfois pour un week-end, parfois juste pour une nuit. Chaque arrivée était une célébration, chaque départ une petite mort. J'apprenais à vivre dans l'attente, à savourer chaque moment ensemble, à laisser aller quand il devait partir. Ce n'était pas facile. Il y avait des nuits où je me sentais terriblement seul, où l'absence de Marc était un poids physique sur ma poitrine. Il y avait des moments où je me demandais si je ne me faisais pas souffrir inutilement, si je ne devrais pas chercher quelqu'un qui pourrait être là tous les jours. Mais alors, Marc revenait et tout redevenait clair. La manière dont il me regardait, comme si j'étais la chose la plus précieuse au monde. La manière dont il me tenait, comme s'il ne voulait jamais me lâcher. La manière dont il disait mon nom, avec une tendresse qui me faisait fondre. Un soir de juillet, 6 mois après notre rencontre, nous étions assis sur le quai, derrière ma maison, regardant le soleil se coucher sur le Saguenay. Marc était arrivé l'après-midi, épuisé après une longue course depuis Vancouver. Mais il avait insisté pour venir directement me voir, sans même s'arrêter au motel. « Je veux te montrer quelque chose », a-t-il dit soudainement, sortant son téléphone de sa poche. Il a fait défiler des photos jusqu'à en trouver une particulière. « C'est quoi ?» C'était une photo d'une petite maison, nichée dans les arbres quelque part dans les montagnes. Elle avait l'air confortable, accueillante, avec une large véranda et de grandes fenêtres donnant sur un lac.
C'est une propriété à vendre près de Kamloops, en Colombie-Britannique, a-t-il expliqué. Je l'ai vu la semaine dernière et je n'ai pas pu m'empêcher d'imaginer. Nous deux, là-bas. Mon cœur s'est arrêté. Qu'est-ce que tu veux dire? Tom, j'en ai marre de la route. J'en ai marre de vivre dans mon camion, de te quitter tout le temps. J'ai économisé pas mal d'argent ces dernières années. Je pourrais acheter cette maison, ouvrir un petit garage là-bas. On pourrait avoir une vie ensemble, une vraie vie. J'étais sans voix. Partir, quitter Sainte-Rose-du-Nord, quitter le garage de mon père, c'était impensable. Et pourtant, je sais que c'est beaucoup demandé, a continué Marc rapidement, interprétant mon silence comme un refus. Je sais que ta vie est ici, que le garage. Marc, l'ai-je interrompu doucement. Laisse-moi y réfléchir, d'accord? C'est énorme. Bien sûr, prends ton temps. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je pensais à la proposition de Marc, à ce qu'elle signifiait. Partir signifierait abandonner tout ce que je connaissais, tout ce qui était familier. Le garage de mon père, le village où j'avais grandi, les rares amis que j'avais. Mais rester signifierait continuer cette vie de demi-mesure, d'attente et de séparation. Continuer à être Tom Lavoie, le mécanicien solitaire qui n'était jamais allé plus loin que Chicoutimi. Au petit matin, j'ai trouvé Marc sur la véranda, contemplant la rivière. Il n'avait pas dû dormir non plus. « Je veux le faire », ai-je annoncé sans préambule. « Je veux partir avec toi. » Il s'est retourné brusquement, ses yeux écarquillés. « Vraiment? Vraiment. Je vais vendre le garage. Il y a un jeune mécanicien à Chicoutimi qui sera intéressé, j'en suis sûr. Et puis, j'ai toujours voulu voir l'océan Pacifique. » Marc m'a attrapé, me soulevant du sol dans une étreinte d'ours. « Oh mon Dieu, Tom. Tu es sûr? Je veux dire, vraiment sûr? J'ai peur, ai-je admis. Je suis terrifié. Mais je suis plus effrayé. L'idée de te perdre. »« Tu ne me perdras jamais, » a-t-il juré, ses lèvres trouvant les miennes. Jamais. Les mois suivants ont été un tourbillon d'activités. Vendre le garage s'est révélé plus difficile, émotionnellement, que je ne l'avais anticipé. Chaque outil que j'emballais, chaque pièce que je vendais, c'était comme dire au revoir à une partie de moi-même. Mais Marc était là à chaque étape, patient, compréhensif, me rappelant pourquoi je faisais ça. Comment trouvez-vous l'histoire jusqu'à présent? Mettez une note de 0 à 10 dans les commentaires. Ça m'aiderait beaucoup à comprendre ce qui vous plaît. Finalement, un froid matin d'octobre, j'ai fermé la porte du garage pour la dernière fois. Marc m'attendait dehors, son camion chargé de mes affaires. Nous allions traverser le Canada ensemble, sa dernière course avant de prendre sa retraite de la route. « Prêt ?» m'a-t-il demandé. J'ai jeté un dernier regard au village, à la vie que je quittais. Puis j'ai regardé Marc, à la vie qui m'attendait. Prêt. Le voyage a duré 1 semaine. 7 jours à traverser, ce pays magnifique, à voir enfin tous ces paysages dont Marc m'avait parlé. Les forêts infinies de l'Ontario, la majesté des prairies, les rocheuses qui se dressaient comme des géants contre le ciel. Chaque soir, nous nous arrêtions dans des motels différents, et chaque nuit, je m'endormais dans les bras de Marc, plus heureux que je ne l'avais jamais été. Pendant le jour, assis dans la cabine du camion, je le regardais conduire, admirant la manière dont ses mains fortes et compétentes maniaient le volant, la concentration sur son visage. « Tu vas me manquer, ça », lui ai-je dit un jour alors que nous traversions les montagnes. « Quoi? Te regarder conduire? C'est sexy. » Il a éclaté de rire, un son profond et joyeux qui a rempli la cabine. « Sexy? Vraiment? Vraiment? Tu as l'air tellement dans ton élément. » Eh bien, a-t-il répondu avec un sourire malicieux. Tu pourras me regarder conduire notre vieux pick-up jusqu'au garage. C'est pas aussi glamour qu'un semi-remorque, mais ça devra faire l'affaire. Quand nous sommes finalement arrivés à Kamloops, c'était un coucher de soleil doré qui baignait la vallée. La maison que Marc avait trouvée était encore plus belle en personne. Nichée dans les pins,
avec une vue imprenable sur le lac. Elle était parfaite. « Bienvenue chez nous », a dit Marc en ouvrant la porte. « Chez nous ». Ces mots ont résonné dans mon cœur comme une promesse. Les premiers mois dans notre nouvelle vie ont été un ajustement. Marc a dû s'habituer à ne plus être sur la route, à avoir une routine stable. Moi, j'ai dû m'adapter à une nouvelle ville, à de nouveaux clients pour le petit garage que nous avons ouvert ensemble. C'était Lavoie Tremblay Mécanique, nos noms réunis sur l'enseigne. Mais surtout, nous avons dû apprendre à vivre ensemble quotidiennement. Découvrir les petites habitudes de l'autre, les manies, les irritations. Marc laissait toujours ses chaussettes sales par terre. Je passais trop de temps dans la salle de bain le matin. Il aimait la musique country à fond. Je préférais le silence. Il y a eu des disputes, bien sûr. Notre première vraie dispute a éclaté 3 mois après notre emménagement. À propos de quelque chose de complètement stupide, je ne me souviens même plus quoi. Nous nous sommes dit des choses blessantes et Marc est sorti de la maison, claquant la porte derrière lui. Je suis resté là, dans notre cuisine, tremblant de colère et de peur. Et si c'était une erreur? Et si nous avions précipité les choses? Et s'il regrettait d'avoir abandonné la route pour moi? Mais 2 heures plus tard, Marc est revenu. Il tenait un bouquet de fleurs sauvages qu'il avait dû cueillir près du lac. « Je suis désolé », a-t-il dit simplement. « Je ne veux jamais te faire de mal. »« Moi aussi, je suis désolé », ai-je répondu, acceptant les fleurs. « On apprend, encore, non? » « Ouais. » On apprend. Cette nuit-là, allongé dans notre lit, Marc m'a parlé de sa peur de décevoir, de ne pas être assez bon pour moi. Et moi, je lui ai parlé de ma peur d'être un fardeau, de l'avoir piégé dans une vie qu'il n'avait peut-être pas vraiment voulu. « Tom, » a-t-il dit fermement, me forçant à le regarder dans les yeux. « Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. » Cette vie, notre vie, c'est exactement ce que je veux. Les jours difficiles, les disputes, tout ça, ça vaut la peine parce que c'est avec toi. Vraiment? Vraiment. Tu me fais sentir ancré. Pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression d'avoir un chez-moi qui n'est pas juste un endroit, mais une personne. Ces paroles ont guéri quelque chose en moi, une insécurité que je portais depuis toujours. Notre premier hiver ensemble a été magique. Il neigeait beaucoup à Kamloops, transformant notre propriété en pays des merveilles blancs. Nous avons passé nos soirées, devant la cheminée, Marc lisant ses romans policiers préférés, pendant que je travaillais sur des projets de menuiserie, un nouveau hobby que j'avais découvert. Le garage marchait bien. Les gens de la région avaient rapidement appris qu'on faisait du bon travail, et le bouche à oreille nous amenait de plus en plus de clients. Marc s'occupait principalement des gros véhicules, les camions, les semi-remorques, pendant que je me concentrais sur les voitures. Nous faisions une bonne équipe, mais ce que j'aimais le plus, c'était les petits moments. Me réveiller chaque matin avec Marc à mes côtés, préparer le petit déjeuner ensemble, nos routines matinales s'entrelaçant naturellement. Travailler côte à côte au garage, échangeant des regards complices par-dessus les capots des voitures. Rentrer à la maison ensemble le soir, épuisés mais heureux. Un soir de février, presque 1 an jour pour jour après notre première rencontre, Marc m'a emmené au bord du lac. Il avait installé une couverture sur la neige, avec des bougies protégées du vent dans des lanternes. Le ciel était clair, rempli d'étoiles. « C'est romantique », ai-je dit, touché par l'effort qu'il avait fait. « Tu mérites du romantisme », a-t-il répondu, me tirant pour m'asseoir à côté de lui. « Tu mérites tout. » Nous sommes restés là un moment, en silence, contemplant les étoiles. Puis Marc s'est tourné vers moi, et dans la lumière tremblante des bougies, j'ai vu qu'il était nerveux. « Tom, » a-t-il commencé, « cette année passée avec toi a été la plus belle de ma vie. Tu m'as donné quelque chose que je ne savais même pas que je cherchais. Un but, un chez-moi, de l'amour. Marc, laisse-moi finir, s'il te plaît. »
il a pris une profonde inspiration. Je sais qu'on ne peut pas se marier légalement partout au Canada, mais ça ne change rien à ce que je ressens. Je veux passer le reste de ma vie avec toi. Je veux vieillir à tes côtés. Je veux construire un avenir avec toi. Il a sorti une petite boîte de sa poche, l'ouvrant pour révéler 2 anneaux simples en argent. Tom Lavoie, veux-tu être mon partenaire? Pour toujours? Les larmes coulaient librement sur mes joues maintenant. Oui, ai-je murmuré. Oui, 1000 fois oui. Marc a glissé un anneau à mon doigt, et j'ai fait de même avec le sien. Puis nous nous sommes embrassés, sous les étoiles, scellant notre engagement l'un envers l'autre. Cette nuit-là a marqué le début d'un nouveau chapitre. Nous avons commencé à faire des plans pour l'avenir. Peut-être agrandir le garage, embaucher un employé ou 2. Peut-être voyager ensemble pendant les mois d'hiver calmes. Voir le monde que nous n'avions jamais exploré. Mais surtout, nous vivions le présent. Chaque jour était un cadeau, une chance de construire notre vie ensemble, pierre par pierre. Il y a eu des défis, bien sûr. La famille de Marc, qu'il avait tenue à distance pendant des années, a eu du mal à accepter notre relation. Sa mère refusait de me reconnaître, appelant notre union une phase que Marc traversait. Ça le blessait profondément, même s'il essayait de le cacher. Ma propre famille était pratiquement inexistante, mais les quelques cousins que j'avais à Sainte-Rose-du-Nord avaient cessé de me parler après mon départ. Dans leurs yeux, j'avais trahi l'héritage de mon père en vendant le garage. Parfois, tard le soir, Marc me parlait de sa peur que je regrette d'avoir tout quitté pour lui. « Tu as abandonné ta vie entière, » disait-il. « Comment peux-tu être sûr que ça en valait la peine? » Je le prenais dans mes bras, sentant le battement régulier de son cœur contre le mien. Parce que ma vie n'a vraiment commencé que quand je t'ai rencontré, lui répondais-je toujours. Tout ce qui est venu avant n'était que de l'attente. Les saisons passaient, marquant le rythme de notre vie ensemble. Le printemps nous trouvait occupés au garage, travaillant sur des voitures qui avaient souffert pendant l'hiver rigoureux. L'été, nous fermions le dimanche pour aller nager dans le lac, profitant de ces moments de liberté simple. L'automne peignait nos montagnes de couleurs spectaculaires et nous partions en randonnée, main dans la main sur les sentiers. L'hiver nous ramenait près du feu, blottis ensemble contre le froid extérieur. 2 ans après notre installation à Kamloops, nous avons agrandi le garage, construisant un atelier plus grand qui nous permettait d'accueillir plus de clients. Marc avait eu l'idée brillante de se spécialiser dans les camions long courriers, utilisant ses contacts dans l'industrie pour attirer des clients de partout dans la région. Le succès nous a surpris tous les 2. En 3 ans, Lavoie Tremblay Mécanique était devenu l'un des garages les plus réputés de l'intérieur de la Colombie-Britannique. Nous avons dû embaucher 3 mécaniciens supplémentaires et Marc a même formé un jeune apprenti, lui transmettant son savoir comme mon père l'avait fait pour moi. Regarder Marc avec ce jeune homme, patient et encourageant, m'a fait réaliser à quel point il avait changé depuis notre rencontre. L'homme distant et solitaire qui était entré dans mon garage ce matin glacial de février était devenu quelqu'un de chaleureux, d'ouvert, capable de connexion profonde. Tu sais ce que j'ai réalisé l'autre jour? M'a-t-il dit un soir alors que nous préparions le dîner ensemble. Une routine que nous chérissions particulièrement. Quoi? Que je ne pense plus à la route. Avant, même quand j'étais avec mon ex, une partie de moi était toujours ailleurs, toujours en train de planifier le prochain voyage. Mais maintenant, je suis content, ici, avec toi. J'ai posé le couteau que j'utilisais pour couper des légumes et je me suis tourné vers lui. Marc était appuyé contre le comptoir, me regardant avec une expression de pure adoration. C'est tout ce que j'ai toujours voulu, ai-je dit doucement, te rendre heureux. Tu fais plus que ça, Tom. Tu me rends entier. Ces mots, cette certitude dans sa voix, ont fait chaud à mon cœur. Nous avons fait l'amour cette nuit-là avec une tendresse particulière.
redécouvrant chaque courbe, chaque cicatrice, chaque endroit secret de nos corps qui nous était devenu si familier. Un événement marquant s'est produit durant notre 4e année ensemble. Marc a reçu un appel de sa mère, qu'il n'avait pas parlé depuis presque 2 ans. Son père était malade, un cancer en phase terminale. Elle lui demandait de venir à Winnipeg. « Je dois y aller », m'a dit Marc, son visage pâle. « Même après tout ce qui s'est passé, c'est mon père. Je viens avec toi. » Il a secoué la tête. « Non. Toi et moi, on sait comment ça va se passer. Ma mère va être horrible. Je ne veux pas te soumettre à ça. » Justement, Marc, c'est exactement pourquoi je dois venir. Tu ne traverseras pas ça seul. Le voyage à Winnipeg a été difficile. La mère de Marc a à peine reconnu ma présence, me traitant comme un invité indésirable plutôt que comme le partenaire de son fils. Mais voir Marc avec son père, cet homme frêle et diminué dans son lit d'hôpital, m'a brisé le cœur. « Papa, » a dit Marc, sa voix tremblante, « je t'ai amené quelqu'un. Cet homme, mon compagnon. » Le père de Marc nous a regardés tous les deux, ses yeux fatigués passant de son fils à moi. Puis, à la surprise générale, il a tendu une main tremblante vers Marc. « Content que tu aies trouvé quelqu'un, fils, » a-t-il murmuré faiblement. « La vie est trop courte pour être seul. » Marc s'est effondré, pleurant contre le lit de son père. Je suis resté en retrait, donnant à cet homme que j'aimais l'espace pour dire au revoir à son père, pour recevoir enfin l'acceptation qu'il avait cherchée toute sa vie. Le père de Marc est mort 2 jours plus tard, Marc à ses côtés. À l'enterrement, sa mère m'a ignoré complètement, mais certains membres de la famille élargie de Marc ont été plus chaleureux. Une de ses tantes, une femme âgée avec un sourire gentil, m'a pris à part. « Je vois comment il te regarde, » m'a-t-elle dit. « Et je vois comment tu le regardes. C'est de l'amour, pur et simple. Ne laisse personne te dire le contraire. » Ces paroles simples m'ont donné une force que je ne savais pas avoir besoin. De retour à Kamloops, Marc a traversé une période difficile. Le deuil, combiné aux vieilles blessures familiales qui s'étaient rouvertes, le rendait distant, replié sur lui-même. Il passait des heures au garage, travaillant jusqu'à l'épuisement, refusant de parler de ce qu'il ressentait. J'ai respecté son espace, mais je suis resté présent. Je préparais ses repas préférés. Je lui massais les épaules quand il rentrait tendu. Je ne disais rien quand je le trouvais tard le soir sur la véranda, les yeux perdus dans l'obscurité du lac. Puis, 1 mois après l'enterrement, il s'est finalement ouvert. C'était une nuit orageuse, le tonnerre grondant au-dessus des montagnes. Marc s'est glissé dans notre lit, me réveillant et s'est blotti contre moi. « Je regrette tellement de choses », a-t-il murmuré dans l'obscurité. Toutes ces années perdues à essayer d'être quelqu'un que je n'étais pas, à rejeter qui j'étais vraiment. Mon père est mort à peine en me connaissant, le vrai moi. Mais il t'a accepté à la fin, lui ai-je rappelé doucement. Il a vu notre amour et il l'a validé. C'est quelque chose, Marc. Ouais. Il a resserré son étreinte. Tom, promets-moi quelque chose. Quoi? Promets-moi qu'on ne perdra jamais de temps. Qu'on vivra pleinement, sans regret. Que chaque jour, on se dira qu'on s'aime. Je te le promets. Et de ce jour, c'est devenu notre rituel. Chaque matin, avant de commencer notre journée, nous nous disions « Je t'aime ». Chaque soir, avant de nous endormir, nous répétions ces mots. Ils n'ont jamais perdu leur pouvoir, ne sont jamais devenus juste une habitude. Chaque fois, c'était une réaffirmation, un choix conscient de continuer à nous choisir l'un l'autre. Les années ont continué à passer. Nous avons célébré nos 5 ans ensemble avec un voyage sur la côte, conduisant jusqu'à Tofino pour voir enfin l'océan Pacifique que j'avais toujours rêvé de voir. Se tenir sur cette plage, les vagues s'écrasant à nos pieds, la main de Marc dans la mienne, c'était la réalisation d'un rêve que je n'avais même pas su que j'avais. « C'est ici que tout a commencé », a dit Marc, regardant l'horizon infini. « Quand je t'ai rencontré,
Tu m'as dit que tu voulais voir l'océan Pacifique un jour. Je m'en souviens. Et maintenant, nous y sommes. Ensemble. Toujours ensemble, a-t-il confirmé, m'attirant dans un baiser salé par l'air marin. De retour à Kamloops, nous avons commencé à parler de l'avenir de manière plus concrète. Marc approchait de la cinquantaine, moi du milieu de la quarantaine. L'idée de la retraite, bien que lointaine, commençait à faire partie de nos conversations. « Qu'est-ce que tu veux faire ?» m'a demandé Marc un soir. « Quand on sera vieux et gris, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ?»« Voyager » ai-je répondu sans hésitation. Je veux voir toutes les choses que j'ai manquées en restant à Sainte-Rose-du-Nord. L'Europe, l'Asie, l'Amérique du Sud. Je veux tout voir. On le fera, a promis Marc. On verra le monde entier ensemble. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Il a réfléchi un moment. Je veux écrire un livre. Sur mes années sur la route. Sur nous. Sur comment l'amour peut transformer une vie. Je veux laisser quelque chose derrière. Tu sais? Une trace. Je pense que c'est une belle idée. Et ainsi, nous avons commencé à construire vers ses rêves. Marc a commencé à écrire le soir, notant ses souvenirs, nos histoires. Moi, j'ai commencé à apprendre des langues, préparant nos futurs voyages. Nous avons aussi pris la décision de faire de notre relation quelque chose de plus officiel. En 2005, quand le mariage entre personnes du même sexe est devenu légal partout au Canada, nous avons organisé une petite cérémonie au bord de notre lac, entourés de nos amis et de quelques membres de la famille de Marc qui avaient fini par nous accepter. C'était une journée parfaite de juillet, le soleil brillant sur l'eau, les montagnes majestueuses en arrière-plan. J'ai pleuré en lisant mes vœux, ma voix se brisant sur certains mots. Marc tremblait, ai-je dit. Tu es entré dans ma vie comme un coup de tonnerre dans un ciel d'hiver. Tu m'as montré qu'il y avait un monde entier au-delà de mon petit garage, au-delà de mes peurs. Tu m'as appris à être courageux, à prendre des risques, à vivre pleinement. Je te promets de t'aimer tous les jours pour le reste de ma vie, dans les bons moments comme dans les mauvais, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Marc, lui, a gardé ses vœux simples mais profonds. Tom, a-t-il dit, ses propres yeux brillants de larmes non versées. Pendant des années, j'ai parcouru ce pays, cherchant quelque chose sans savoir quoi. Et puis, je t'ai trouvé. Ou peut-être que tu m'as trouvé. Ça n'a plus d'importance maintenant. Ce qui compte, c'est que nous sommes ici, ensemble. Tu es mon ancre, mon port, mon chez-moi. Et je promets de passer chaque jour qui me reste à te rendre aussi heureux que tu me rends. Quand nous nous sommes embrassés, nos amis ont applaudi, et j'ai senti une plénitude si complète que j'aurais pu exploser de joie. Est-ce que vous aimez toujours l'histoire? Dites-moi dans les commentaires. Et n'oubliez pas de mettre une note de 0 à 10. Les années suivant notre mariage ont été paisibles dans le meilleur sens du terme. Pas sans défi. La vie n'est jamais sans défi, mais remplie d'un contentement profond que nous avions tous deux appris à chérir. Le garage continuait de prospérer. Nous avions maintenant une équipe de 6 mécaniciens, plus 2 apprentis. Marc et moi avons pu prendre du recul des opérations quotidiennes, nous concentrant davantage sur la gestion et le mentorat. Nous avons également commencé à réaliser notre rêve de voyager. Notre premier grand voyage a été en France, un mois passé à explorer. Paris, la Provence, la Côte d'Azur. Marc, avec son français québécois, amusait les Parisiens, tandis que moi, avec mon français plus académique, j'essayais de commander nos repas avec des résultats variables. Nous avons visité l'Italie, marchant main dans la main dans les rues de Rome, de Florence, de Venise. Nous sommes allés au Japon, émerveillés par Tokyo et apaisés par Kyoto. Chaque voyage nous rapprochait encore plus, créant des souvenirs qui deviendraient nos trésors les plus précieux. Mais c'est en rentrant toujours à Kamloops, à notre maison près du lac, que nous nous sentions le plus heureux. Parce que peu importe où nous allions, notre véritable chez nous était l'un avec l'autre.
Un soir d'automne, 10 ans après notre mariage, nous étions assis sur notre véranda, observant les feuilles tomber. Marc avait maintenant 60 ans, ses cheveux grisonnants, mais ses yeux toujours aussi bleus et perçants. Moi, à 55 ans, je sentais le poids des années dans mes articulations, les longues heures au garage commençant à laisser leur marque. « Tu regrettes quelque chose ?» m'a demandé Marc soudainement. « De ces 15 dernières années ?» J'ai réfléchi honnêtement à sa question. « Pas une seule chose », ai-je répondu. « Et toi ?» Il m'a pris la main, entrelaçant nos doigts. « La seule chose que je regrette, c'est de ne pas t'avoir rencontré plus tôt. Imagine tous les autres années que nous aurions pu passer ensemble. Mais peut-être que le timing était parfait, ai-je suggéré. Peut-être que nous devions vivre ce que nous avons vécu pour être prêts l'un pour l'autre, pour vraiment apprécier ce que nous avons. Tu es toujours si sage, a souri Marc. Non, juste amoureux. Cette nuit-là, allongé dans notre lit, Marc m'a parlé de son livre. Il était presque terminé, des centaines de pages racontant notre histoire. Son histoire, l'histoire de 2 hommes qui avaient trouvé l'amour contre toute attente. « Je veux que tu le lises avant que je l'envoie à un éditeur », a-t-il dit. « C'est notre histoire, après tout. Si quelque chose te met mal à l'aise, on le change. » Marc, notre histoire est belle exactement comme elle est. Raconte-la. Le livre de Marc, La route entre nous, a été publié l'année suivante. Il a reçu des critiques élogieuses, touché des gens à travers le pays. Nous avons reçu des centaines de lettres de lecteurs, certains partageant leurs propres histoires d'amour, d'autres nous remerciant de leur avoir donné de l'espoir. Une lettre en particulier nous a profondément émus. Elle venait d'un jeune homme de 23 ans qui vivait dans un petit village du Nouveau-Brunswick. Il nous remerciait de lui avoir montré qu'il était possible d'être heureux, d'être soi-même, même dans les endroits les plus improbables. Il nous disait que notre histoire lui avait donné le courage de révéler son orientation à sa famille. « C'est pour ça que j'ai écrit le livre », a dit Marc en lisant la lettre, les larmes coulant sur ses joues. « Pour que les gens sachent qu'ils ne sont pas seuls. » Notre influence s'est étendue au-delà du livre. Nous sommes devenus, sans vraiment le chercher, des figures dans la communauté LGBTQ+ de la région. Des jeunes venaient à notre garage, certains cherchant du travail, d'autres juste cherchant quelqu'un à qui parler. Nous avons ouvert nos portes et nos cœurs, offrant conseils, soutien et parfois juste une oreille attentive. Marc et moi avons également commencé à militer pour les droits LGBTQ+, participant à des événements, donnant des conférences dans des écoles et des universités. C'était étrange parfois d'être sous les feux de la rampe. Nous n'étions que 2 hommes ordinaires qui s'aimaient. Mais nous avons réalisé que notre ordinaire était extraordinaire pour beaucoup. Les années ont continué leur marche inexorable. Nous avons ralenti nos activités au garage, le vendant finalement à nos employés les plus fidèles quand Marc a atteint 65 ans. La retraite nous a permis de voyager encore plus, de passer du temps ensemble, de simplement être. Nous avons développé de nouvelles routines, des promenades matinales autour du lac, des après-midi passés à lire sur la véranda, des soirées à cuisiner ensemble, à regarder de vieux films, à simplement exister dans la compagnie l'un de l'autre. Marc a commencé à peindre, découvrant un talent qu'il ignorait posséder. Ses tableaux, principalement des paysages de nos voyages, décoraient maintenant toutes les pièces de notre maison. Moi, je me suis mis à la photographie, capturant des moments de notre vie quotidienne, de la beauté dans l'ordinaire. Un jour, alors que Marc peignait au bord du lac et que je le photographiais, il s'est retourné et m'a souri. « Arrête de me prendre en photo, vieil homme. Je ne peux pas m'en empêcher. Tu es trop beau. » À 68 ans, avec mes cheveux blancs et mes rides. Surtout avec tes cheveux blancs et tes rides. Il raconte notre histoire. Il a posé son pinceau et s'est approché de moi.
Tom Lavoie, après toutes ces années, tu sais toujours exactement quoi dire. C'est parce que je le pense vraiment. Nous nous sommes embrassés, là, au bord du lac, comme nous l'avions fait tant de fois auparavant. Mais ce baiser avait la douceur de décennies partagées, la profondeur de milliers de conversations, la solidité d'un amour qui avait survécu à tout. Bien sûr, nous n'étions pas immunisés contre les réalités du vieillissement. Marc a développé de l'arthrite dans ses mains qui avaient manœuvré d'innombrables camions sur d'innombrables kilomètres. Mes genoux me faisaient souffrir. Souvenir des années passées, accroupis sous des voitures. Mais nous étions là, l'un pour l'autre. Marc massait mes genoux quand il me faisait mal. Je l'aidais à ouvrir des bocaux quand ses mains refusaient de coopérer. Nous plaisantions sur nos piluliers qui ressemblaient à des boîtes à outils, sur nos visites régulières chez le médecin. Un soir d'hiver, 22 ans après notre première rencontre, Marc est tombé malade. Ce qui avait commencé comme une simple grippe s'est transformé en pneumonie. L'hospitalisation a duré 2 semaines. 2 semaines terrifiantes où j'ai réalisé à quel point ma vie était inextricablement liée à la sienne. « Je ne t'ai jamais vu aussi effrayé », m'a dit Marc depuis son lit d'hôpital, sa voix faible mais ses yeux toujours aussi vifs. « C'est parce que je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. » Il a pris ma main, celle avec l'anneau que j'avais porté pendant toutes ces années. « Tom, nous ne sommes pas immortels. Un jour, l'un de nous devra dire au revoir à l'autre. Mais jusqu'à ce jour, vivons. D'accord? » « D'accord. » ai-je acquiescé, les larmes coulant librement. Marc s'est rétabli, mais cet épisode nous a tous deux secoués. Nous avons commencé à être encore plus intentionnels dans notre vie quotidienne, à savourer chaque moment, à ne jamais partir fâchés, à toujours nous dire « je t'aime » avant de nous endormir. Nous avons également commencé à faire des plans pour l'inévitable. Nos testaments ont été mis à jour, nos volontés clairement exprimées. Nous avons parlé de nos souhaits pour nos funérailles, simples, intimes, célébrantes de la vie, plutôt que de pleurer la mort. Ces conversations étaient difficiles, mais nécessaires. Et étrangement, elles nous ont rapprochés encore plus, nous rappelant la préciosité de chaque jour ensemble. À l'approche de notre 25e anniversaire de rencontre, nous avons décidé de faire quelque chose de spécial. Nous avons planifié un voyage de retour à Sainte-Rose-du-Nord, un pèlerinage vers le lieu où tout avait commencé. Le village avait changé, bien sûr. De nouvelles maisons avaient été construites. De vieilles avaient été démolies. Le garage de mon père n'existait plus. Il avait été transformé en café-boutique. Mais l'essence du lieu, l'air du Saguenay, les montagnes environnantes, tout cela était resté le même. Nous nous sommes tenus devant ce qui avait été le garage main dans la main. « C'est ici que je t'ai vu pour la première fois », a dit Marc doucement. Ce type bourru au visage couvert de graisse qui a changé ma vie. Je n'étais pas bourru, ai-je protesté en riant. Tu étais totalement bourru, mais adorable. Nous avons passé 3 jours à Sainte-Rose-du-Nord, visitant les lieux de ma jeunesse, racontant notre histoire aux quelques personnes qui se souvenaient encore de moi. Certains ont été surpris, d'autres heureux pour nous. Un ancien ami d'école m'a serré dans ses bras et m'a dit qu'il était content que j'aie trouvé le bonheur. De retour à Kamloops, nous avons organisé une grande fête pour célébrer nos 25 ans ensemble. Nos amis, notre famille élargie, celle que nous avions choisie au fil des années, sont tous venus. Il y avait de la musique, de la nourriture, du rire. Marc et moi avons dansé sous les étoiles, comme nous l'avions fait tant de fois auparavant. À un moment, alors que nous tournions lentement sur la pelouse, Marc m'a murmuré à l'oreille. « Merci. Pourquoi tu me remercies? Pour tout. Pour m'avoir attendu. Pour avoir pris ce risque. Pour m'avoir aimé même quand je ne savais pas comment m'aimer moi-même. Pour ces 25 années incroyables. Marc, c'est moi qui devrais te remercier. Tu m'as sorti de ma coquille. Tu m'as montré le monde.
tu m'as donné une vie que je n'aurais jamais osé rêver. Alors, on se remercie mutuellement, a-t-il dit en souriant. Pour s'être trouvés, pour avoir eu le courage de construire ça ensemble. Cette nuit-là, après que tous nos invités soient partis, nous nous sommes retrouvés sur notre véranda, notre endroit favori, regardant les étoiles. Les mêmes étoiles qui brillaient le soir où Marc m'avait demandé d'être son partenaire. Les mêmes étoiles qui brillaient lors de notre mariage. Les mêmes étoiles qui brilleraient longtemps après que nous soyons partis. Tu sais ce qui est fou? Ai-je dit à Marc. Si ton camion n'avait pas eu ce problème de moteur ce matin-là, si tu n'avais pas choisi de t'arrêter à Sainte-Rose-du-Nord, nous ne nous serions jamais rencontrés. Je ne crois pas au destin, a répondu Marc. Mais je crois que parfois, la vie nous donne des opportunités. Et le vrai courage, c'est de les saisir. Je suis content qu'on les ait saisis. Moi aussi, Tom, moi aussi. Aujourd'hui, alors que je raconte notre histoire, Marc et moi sommes toujours ensemble. Nous sommes plus vieux, plus lents, plus marqués par les années. Mais notre amour est plus fort que jamais. Chaque jour est un cadeau. Chaque moment ensemble est précieux. Nous savons que notre temps n'est pas infini. Mais nous avons appris que ce n'est pas la quantité de temps qui compte, c'est ce qu'on en fait. Et nous avons rempli notre temps de rire, de larmes, de voyages, de disputes, de réconciliation et surtout d'amour. Notre histoire n'est peut-être pas extraordinaire. Nous ne sommes que deux hommes qui se sont rencontrés par hasard et qui ont choisi de construire une vie ensemble. Mais pour nous, c'est la plus belle histoire du monde. Alors voilà notre histoire. L'histoire d'un camionero et d'un mécanicien. L'histoire de Marc et Tom. L'histoire de deux hommes qui ont trouvé l'amour sur la route et qui ont découvert que le plus grand voyage n'était pas à travers le pays, mais vers l'autre. Et si notre histoire peut donner de l'espoir à ne serait-ce qu'une personne, si elle peut montrer à quelqu'un qu'il est possible de trouver l'amour, d'être heureux, d'être soi-même, alors chaque moment de notre vie, ensemble, aura valu encore plus la peine. Parce qu'au final, c'est ça qui compte. Non pas les kilomètres parcourus, mais les cœurs touchés. Non pas les destinations atteintes, mais les connexions créées. Non pas les années vécues, mais l'amour partagé. Marc dort maintenant à côté de moi, pendant que j'écris ces dernières lignes. Dans la lumière douce de notre lampe de chevet, je peux voir les rides de rire autour de ses yeux, les cheveux blancs qui couronnent sa tête. Il est beau, plus beau que jamais à mes yeux, parce que chaque ride, chaque cheveu gris raconte une partie de notre histoire. Bientôt, je vais éteindre la lumière et me blottir contre lui. Je vais sentir la chaleur de son corps contre le mien, écouter le rythme régulier de sa respiration. Et je vais m'endormir reconnaissant, comme je le fais chaque nuit, pour cet homme extraordinaire qui a accepté de partager sa vie avec moi. Voilà notre histoire. Voilà notre amour. Et il continue, jour après jour, battement de cœur après battement de cœur, kilomètre après kilomètre sur la route de la vie. Merci d'avoir écouté notre histoire. J'espère qu'elle vous a touché, qu'elle vous a fait réfléchir, peut-être même rêver. Si c'est le cas, laissez-moi le savoir dans les commentaires. Mettez une note de 0 à 10 pour me dire ce que vous en avez pensé. Et surtout, n'oubliez pas de dire aux personnes que vous aimez à quel point elles comptent pour vous. Parce que la vie est courte, mais l'amour, le vrai amour, est éternel. Bonne route à vous tous, où que vous soyez. Et rappelez-vous, le plus grand voyage est celui qui vous mène vers votre vrai vous-même et vers la personne qui vous aime pour ce que vous êtes vraiment. De la part de Tom et Marc avec tout notre amour.